Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix, merci de votre fidélité. Tous les jours de 17h à 19h, on essaye de vous donner la parole, de traiter l'actualité avec Philippe David. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment allez-vous Philippe David? J'ai la pression qui monte. Ah bon, pourquoi non? Vous avez un examen? J-9. Alors tout le monde parle des européennes, mais moi là j'ai une autre chose auquel je pense. J-9, dans 9 jours c'est le début de l'Euro de football et la France commence ses matchs de préparation ce soir. Et Philippe Bilger, qui est un vrai beauf dans ce domaine, c'est lui qui le dit. Je pense que vous sentez vous aussi la tension monter, surtout que les Bleus jouent dans votre ville natale ce soir. Luxembourg, mais ça joue dans votre ville natale. 12-0. Ah non, ils sont pas mauvais le Luxembourg. C'est bien parce que vous plaisantez. Vous parlez en même temps, donc personne n'a rien compris. Non, mais Philippe parle du championnat d'Europe et moi je parlais du match de ce soir, France-Luxembourg. Mais avant toute chose, j'espère ne pas perdre toute vigueur intellectuelle parce que j'ai une sorte d'hypoglycémie qui me saisit comme vous hier, ma chère Cécile. Eh ben, on va vous trouver des solutions, bougez pas. Vous inquiétez pas. Il n'y a rien. Mais si, il y aura des gâteaux, vous inquiétez pas, Philippe David. Allez, c'est l'occasion de vous parler cadeaux peut-être. Hein. Ah oui. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les Jeux Olympiques et nous, avec Sud Radio et le collectif Handicap Visuel, nous vous offrons un très joli cadeau. Vous allez pouvoir remporter 2 places pour les épreuves de basket pour le match du 2 août, 21h au stade Pierre-Mauroy à Lille. Voilà, si vous voulez assister et faire partie de ces Jeux Olympiques, être à l'intérieur, vous avez ces places. 0826 300 300, on lance. Aude attend vos appels 0826 300 et on va demander à qui? Tiens Farid, donnez-moi un chiffre entre 0 et 10. 7. 7, mais c'est toujours le 7. Toujours le 7, c'est un chiffre qui porte le chance. Et ben voilà, le 7e appel au standard 0826 300 300, un cadeau offert par le collectif Handicap Visuel et Sud Radio. Donc 2 places à gagner pour les épreuves de basket pour le match du 2 août à 21h au stade Pierre-Mauroy à Lille. Et on vous souhaite la bienvenue. En attendant, au sommaire de cette émission, puisque c'est une émission d'actu avec de l'actu à 17h30, le grand débat du jour, un refus d'obtempérer, une course-poursuite à distance, puis une vie fauchée, un homme de 34 ans est mort mardi matin à Clamart, percuté par un adolescent de 14 ans qui conduisait une voiture volée et qui fuyait donc la police. L'adolescent placé en garde à vue est déjà connu de la justice, notamment pour vol avec violence. Alors parlons vrai, est-ce que les policiers, depuis la mort de Naël, préfèrent laisser les voyous mettre des vies en danger qu'utiliser leur arme de service? Est-ce que les peines pour les mineurs sont trop faibles, puisque pour homicide involontaire, on risque 7 ans de prison, peine réduite de moitié par l'excuse de minorité, c'est-à-dire à peine 2 ans avec les remises de peine? Et à cette question, refus d'obtempérer ayant coûté la vie à un usager de la route, sommes-nous dans une impasse? Vous dites oui à 80%. Vous êtes policier, vous êtes témoin de refus d'obtempérer, il y en a un toutes les 20 minutes. Appelez-nous, Aude prendra vos appels au 0826 300 300. On en parlera avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Une enquête a été ouverte contre le maire de Grenoble et la députée LFI, Elisa Martin, pour des accusations de concussion et recel de délit. Le Canard enchaîné a révélé que Éric Piolle avait mis en place un montage financier pour verser 16 800 € de liquide à la députée, puis via un collaborateur qui aurait apporté des preuves de relevés bancaires et de conversations cryptées, Philippe. Alors parlons vrai, peut-on parler d'échange de bons procédés entre 2 élus? Éric Piolle a-t-il acheté une alliée pour les municipales moyennant rémunération? Et à cette question, à l'heure de la transparence de la vie publique, êtes-vous surpris qu'il y a encore des dessous de table en politique? Vous dites non à 88%. Tiens, vous pensez que la corruption, ça fait partie malheureusement de la vie, où vous êtes scandalisé? Vous avez été témoin de choses? Appelez-nous au 0826 300 300. Maxence Lambert sera avec nous, juriste de l'association Anticorps. En attendant, on vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger. Bonsoir Philippe Bilger. Comment ça va, ma chère Cécile? Je vous le dis avec l'accent belge une fois. Je l'adore. Si. Vous pouvez pas me faire plus plaisir. Oui, parce que vous avez faim, je vais vous parler de frites. Je vais vous parler de croquettes. Des moules et des frites, le bonheur. Des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Des moules, oui. Contrairement au propre, bien sûr. Absolument. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier d'Artigol. Les vraies voix, bonsoir. Bonsoir.
Et pourquoi il ouvre les yeux comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous dormiez. J'écoutais attentivement Philippe Bilger, je ne voyais pas vers où il allait arriver, puis il y est arrivé. Et puis il est là. Il est là. En tout cas, il est bien dans le studio. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir. Bonsoir. Mais Farid, toujours très élégant. Mais ça, super Je cravate. l'ai dit dès qu'il est arrivé. Ah, il y a un style Farid quand même. Il y a un truc. Ils ont même presque la même cravate, mais pas la même couleur. Non, mais oui, Farid espère convaincre sur son apparence. Non, pas du tout, naturellement. Non, mais il y a du style dans ce studio, moi j'ai envie de dire. Il a du style. Oui, il a du style. Mais même vous tous, vous êtes plutôt. Mais bon. Et vous, je vous aime beaucoup dans cette tenue. Oui, du blanc, blanche colombe que je suis. Voilà. Et dans un instant, Didier de Nîmes va nous donner son coup de gueule. Bonsoir, Didier de Nîmes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, dis donc, vous avez une voix de radio, vous. Didier, bienvenue. De quoi parle-t-on dans un instant? Je me posais la question de savoir la légitimité du gouvernement français. Ah, écoutez, bougez pas, on revient tout de suite. 0826 300 300, on écoute le répondeur. Oui, bonjour, Fabrice Creil. Donc j'aimerais poser une question à Marine Le Pen concernant notamment l'économie française, la dette. Aujourd'hui, il y a une animation autour des européennes, des Jeux Olympiques. L'automne va être difficile. Il manque environ 80 à 100 milliards dans les caisses de l'État. La France empruntait jusqu'à présent à peu près 200 milliards par an pour pouvoir tourner. Cette année, 275 milliards. Quelle est sa position là-dessus ? Alors, on a eu énormément d'appels suite à l'interview de Marine Le Pen par Jean-Jacques Bourdin. C'était ce matin sur Sud Radio. Et on a l'impression que pour la dette, on va vers le mur, c'est-à-dire des augmentations d'impôts massives. On n'ose pas imaginer qu'on puisse toucher à l'épargne des Français. Mais on a l'impression que les gens n'en ont pas conscience, Philippe Bilger. Oui, et puis je sais pas, je n'ai pas entendu, si je l'ai entendu en fait ce matin, l'entretien de Marine Le Pen. Je ne suis pas persuadé que sur le plan économique, elle soit extrêmement fiable. Je n'ai pas trouvé, d'ailleurs, Jordan Bardella, qui est d'une certaine manière à son écoute, très percutant dans ce domaine. Il a heureusement fui les problèmes techniques pour s'enfoncer dans des banalités qui lui ont permis de ne pas faire campagne. Allez, direction Nîmes avec Didier sur ce gouvernement qui, selon vous, alors vous vous posez la question, est-ce qu'il a encore une légitimité et pourquoi ? Le problème se pose très simplement. À chaque fois qu'on pose une question au gouvernement ou qu'on veut essayer de faire passer des lois, on nous dit toujours c'est la communauté européenne qui nous empêche ou qui nous met des bâtons dans les roues. Donc, à quoi nous sert le gouvernement ? On pourrait peut-être déjà faire des économies sur leur salaire. Et puis, dans ce cas-là, on fait un peu comme aux États-Unis, on élit une seule personne, un président qui représente tous les pays. Olivier d'Artigol. C'est direct. J'écoute attentivement notre auditeur, je le salue, mais je suis en désaccord avec ce qu'il vient de nous dire. Didier. La vie politique n'est pas un chemin pour l'enrichissement personnel. Alors bien sûr, attention, les responsables politiques au gouvernement ou dans les exécutifs locaux sont très correctement rémunérés par rapport à la moyenne des salaires, mais en comparaison à d'autres pays... Ah non, mais c'est pas ce qu'il dit. Non, ce qu'il dit, c'est qu'on est obligé... c'est sur la dernière phrase. On est obligé de mettre en place la politique imposée par Bruxelles. Je réagissais à la dernière phrase sur le salaire du gouvernement. Non, attendez, Didier... Je pense que vous n'avez pas compris. Effectivement, raccourci en expliquant que ça nous ferait économiser des salaires, mais c'est pas ça. Et d'une manière comme d'une autre, ce que vous dites, c'est pas la vérité, parce que quand c'est sur les ouvriers, il n'y a pas de moyens, enfin, il n'y a pas de retenue. Il suffit de dire aux gens, vous travaillez 10 ans de plus, il n'y a pas de souci. Non, c'était sur l'Europe. Aujourd'hui, les gouvernements, ils mettent ils passent leur temps à mettre en application les directives européennes. Je rejoins Didier, finalement, qui dit que très souvent, le pouvoir exprime une impuissance en disant que ça relève de l'Europe. Oui, donc il y a des élections européennes, pour le coup, le 9 juin, avec une campagne qui a été plutôt atone sur les grandes questions européennes, mais celle de notre capacité de retrouver des pans entiers de souveraineté par rapport à des normes, qu'elles soient environnementales, sociales, fiscales, budgétaires, imposées par l'UE, est l'un des débats. On n'aura jamais la majorité. Moi, je suis complètement d'accord avec l'auditeur. En réalité, on peut s'interroger, il y a une véritable réflexion sur savoir à quoi sert encore aujourd'hui un gouvernement, que ce soit en France d'ailleurs, ou dans un autre pays membre de l'Union européenne,
Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la France a délégué un certain nombre de ses compétences. Et donc, du coup, il y a les fameuses applications des fameuses directives. Mais on voit bien que lorsque le gouvernement, quel qu'il soit, lorsqu'il veut amener telle ou telle direction, aller dans telle ou telle direction, en réalité, il se dit, est-ce que c'est conforme déjà à notre Constitution ? Et surtout, est-ce que c'est conforme finalement au droit européen ? Et que le gouvernement commence à ne pas surtransposer davantage les normes qui existent déjà. Petite réponse de Didier, parce qu'on est déjà en retard. Court. Didier ? Oui, je pense que ce que je voulais exprimer a été compris. Peut-être pas par tout le monde, mais par une majorité. Si vous regardez la chaîne YouTube, suivez mon regard. On sait très bien qui n'a pas compris. Je pense qu'effectivement, il y a une grosse réflexion à se faire. Alors, je dis pas qu'il faut pas de social, qu'il faut pas aider, mais à un moment, il faut un petit peu arrêter de se moquer des gens. Bougez pas, Didier, puisque vous êtes notre vraie voix, donc vous pourrez bien entendu commenter tous les débats aujourd'hui. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Que dire des petites listes ? Et voilà, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez débattre avec ce numéro 0826 300 300. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix Sud Radio. On est ravis de vous accueillir tous les jours avec Philippe David qui est en forme quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Ah, mais vous êtes toujours en forme vous aussi, je vous rends le compliment. En forme comment ? Physiquement, vous voulez dire ? Non, en forme solaire, d'humeur. Physiquement, vous êtes parfaite. Philippe Bilger le dit et le répète d'ailleurs. Oui. Je vous ai payé ce mois-ci ou pas ? Je n'ai pas osé aller hier. Au bout de mon raisonnement en ce qui vous concerne, sur le nudisme, quand on parlait du naturisme. Oui, c'est du naturisme. Oui, j'ai bien compris, Philippe. Il faut aller chercher le défibrillateur pour Olivier d'Artigol. Ça fait 2 fois qu'il fait des regards là. Ah, mon Dieu. Allez, bienvenue Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on dans un instant ? On va parler de ces accusations de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron sur Sud Radio. Il instrumentalise Zelensky à l'Assemblée, il instrumentalise le débarquement demain, dit-elle. On va parler aussi de ce dramatique accident à La Rochelle. 7 enfants à vélo percutés par une octogénaire, 3 blessés graves. En 3 mots, ça donne instrumentalisation et collision. Allez, tout de suite, démocratie ou campagne européenne font-ils bon ménage ? Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur la différence de traitement entre grande et petite liste, je mets des guillemets, que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger sur ma vie quotidienne, je me suis couché très tard hier soir, parce qu'après le premier débat, le débat officiel, j'ai regardé par pure curiosité le débat des petites listes. Et dans le lot, il y a des candidats très remarquables, qui valaient largement les précédents. Je pense à un petit peu Asselineau, je pense à Philippot, je pense aux socialistes, je crois, dont j'ai oublié le nom. La Rotureau. Non, mais l'autre. Ah oui. L'autre qui est un socialiste modéré et remarquable. Et il y en avait donc au moins du 4. PRG. Au moins 4 qui étaient capables de parler de manière très cohérente et qui sont beaucoup plaints, évidemment, de l'inégalité démocratique dont ils ont souffert, au point d'ailleurs qu'à la fin, il y a eu un véritable front d'une contestation générale, et avec une Caroline Roux que je trouve formidable mais très cassante. Pas du tout votre genre. Et vous restez formidable, ma oui, chère, merci beaucoup, Philippe. Et donc, finalement, cette contestation, cette fronde, elle n'était pas absurde. Parce qu'ils avaient de la qualité, du talent, on aurait pu imaginer autre chose. Très court, Olivier d'Artigol et Farid Temsamani. Oui, je me suis soumis au même exercice de regarder donc cette seconde partie de débat. Le débat dit des petites listes. Cela avait de la tenue. J'ai été heureux de retrouver Jean Lassalle, qui était dans une humeur un peu belliqueuse, j'ai envie de dire. Un peu belliqueuse, mais qui traduisait donc un grand mécontentement. Il y avait en effet des choses intéressantes. Allez, Farid. Oui, on est très en retard. Pour moi, ça pose une véritable question, c'est de savoir véritablement si cette élection-là est encore démocratique. Parce que ça a été souligné. D'un point de vue technique, il y a des choses hyper intéressantes qui concernent l'enjeu des européennes, mais en réalité, le focus médiatique, en fait, il existe très peu. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont instrumentalisation et collision. Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale vendredi soir à la toute fin de la campagne des élections européennes. Sur Sud Radio, Marine Le Pen accusait Emmanuel Macron d'instrumentaliser la guerre en Ukraine. Le chef de l'État a également accusé d'instrumentaliser les commémorations des 80 ans du débarquement. Ça a commencé. Et puis ce dramatique accident à La Rochelle, une dame de 83 ans au volant d'une Twingo a fauché un groupe d'enfants à vélo faisant 7 blessés dont 3 graves. Les vraies voix Sud Radio. Une photo en noir et blanc sur les murs de Moscou, celle d'un combattant français engagé aux côtés des nazis sur le front de l'Est pendant la guerre. Et cette légende: français, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres. La Russie promet qu'elle n'hésitera pas à frapper les instructeurs français qui seraient envoyés en Ukraine. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky sera accueilli vendredi soir à Paris à l'Assemblée nationale, soit à la toute fin de la campagne des européennes. De quoi rendre les oppositions furieuses, à l'image de Marine Le Pen ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans en réalité. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle. Il continue à la faire presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. Moi, je suis ravi d'accueillir M. Zelensky à l'Assemblée nationale. Il est le bienvenu. Mais le vendredi... Il est le bienvenu. Il est toujours le bienvenu. Mais le vendredi, quelques heures avant la fin de la campagne, le dernier jour de campagne électorale utile, au dernier moment, on a reçu un SMS pour apprendre ça hier soir. C'est une manipulation de l'opinion ? Bien sûr, c'est une instrumentalisation de la part d'Emmanuel Macron du conflit en Ukraine et c'est pas respectable. Emmanuel Macron qui loue cet après-midi l'esprit de sacrifice des libérateurs du D-Day. Alors que les périls montent, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Joe Biden est arrivé en France pour le début des commémorations des 80 ans du débarquement, mais sur ce sujet-là aussi, Marine Le Pen dénonce une instrumentalisation à la veille de l'interview d'Emmanuel Macron dans les 20h des 2 premières chaînes de télévision. On est aux 80 ans du débarquement. Oui. Et encore une fois, venir essayer de tirer un avantage politique de ce moment qui doit être un moment d'unité nationale, un moment de souvenir, un moment d'hommage aussi à ceux qui se sont sacrifiés. C'est mal. On a l'impression qu'il n'y a plus de morale du tout en politique, et ça, c'est le fait d'Emmanuel Macron. Parce que la politique et la morale, je suis désolé de vous le dire, mais ça n'est pas contradictoire. En tout cas, la liste RN de Jordan Bardella reste stable à 33% des intentions de vote dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, tout comme la liste Renaissance de Valérie Ayet en 2e à 15%, quand Raphaël Glucksmann baisse d'un demi-point à 13,5. À noter que pour la première fois dans ce rolling, la participation passerait au-dessus de la barre des 50%. Est-ce qu'un succès de Jordan Bardella pourrait le pousser à tuer la mer, comme ne disent pas les psychologues, à trahir Marine Le Pen? Je vous laisse apprécier sa réponse. Mais il n'aura pas à me trahir, parce que pour me trahir, il faudrait qu'ils veulent être à ma place. Il ne voudra jamais être à votre place. Et il faudrait que j'y résiste. Il viendra peut-être un temps où je n'aurai pas envie de résister. Bon, en attendant, pour 2027, elles semblent plutôt partir sur l'idée d'un duo, elle présidente et lui Premier ministre dans la candidature. Alors cette dernière phrase, Philippe Bilger, forcément... Moi, je continue à penser qu'il ne la trahira pas avant 2027. Il n'y a aucun problème. Et pour le reste, Marine Le Pen a raison sur le président Zelensky. C'est une phrase très intéressante avec sa forme de complexité. Avec sa forme de complexité, il faut ne pas oublier qu'en fin d'année, Marine Le Pen a un rendez-vous judiciaire concernant les assistants parlementaires au Parlement européen sur des sommes bien plus colossales que l'affaire du Modem et avec une ligne de défense totalement différente au Modem, puisque le Modem a dit non, nous n'avons pas fait ça, alors que le RN assume le fait que ces assistants aient pu travailler pour leur parti. Donc il y a quand même là un rendez-vous. Quant à l'avenir et à l'ambition de Jordan Bardella, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne va pas la trahir d'ici 2017, comme personne ne peut dire qu'il sera quelqu'un qui restera dans son couloir. Ça, on a tant d'exemples par le passé, notamment dans la famille RN. Souvenez-vous quand même de Philippot, souvenez-vous de Maigret, qui nous montre qu'on ne peut pas véritablement prédire l'avenir dans ce cas d'espèce. Farid. Je reviendrai beaucoup plus tard dans l'émission sur le couple et la potentielle trahison, mais par contre sur ce qu'elle dit, notamment sur l'instrumentalisation du président de la République.
Manque de peau, effectivement, les élections européennes, en tout cas, tombent toujours à ce moment-là, c'est-à-dire lors des commémorations. C'est de bonne guerre. Avant Macron, les autres présidents de la République faisaient la même chose du calendrier international. Alors, je suis pas certain, en réalité, et c'est là que je suis très étonné, en fait, de cette certaine fébrilité de la part de Marine Le Pen. Je suis pas certain que c'est un véritable impact sur les scores des uns et des autres dimanche. Allez, on en vient vite à cette dramatique collision à La Rochelle. Une Twingo conduite par une dame de 83 ans a percuté ce matin un groupe d'enfants à vélo, faisant 7 blessés, dont 3 graves, des enfants qui se rendaient dans un parc pour participer à une course d'orientation. Une cellule d'urgence médicale psychologique a été ouverte, indique Emmanuel Quéron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. On l'entendra peut-être plus tard ou dans le Grand Matin Sud Radio. En tout cas, voilà, 7 blessés, dont 3 graves pour le dernier bilan. Merci beaucoup Félix. Allez, vous restez avec nous. Dans le cadre d'un refus d'obtempérer, un adolescent de 14 ans en volant d'une voiture volée tue un automobiliste, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que les policiers, depuis la mort de Naël, préfèrent laisser les délinquants mettre des vies en danger ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes policier, venez témoigner au 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comme chaque jour, on vous accueille et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui encore avec nos vraies voix. Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol. Ça va, Olivier D'Artigol ? Oui, très bien. Farid Tensamani, qui est porte-parole de Banlieue Plus. Ça va, Farid ? Très bien. Ouais, toujours très élégant, Farid. On aime beaucoup. La classe. Non, la classe à l'américaine. Oui. Voilà. J'ai envie de dire. Quand on est à Banlieue Plus, on est un peu obligé d'être dans le max. Pas mal. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ça repart vers Henri Martin. Oui, voilà, course-poursuite. Comme beaucoup de Français, en fait, on en a ras-le-bol d'entendre quotidiennement ce genre de faits divers. Les refus d'obtempérer aggravés ont augmenté de 94,6%. Comment un policier qui vient d'abattre de sang-froid un jeune de 17 ans n'est même pas placé en garde à vue ? Je veux aussi vous dire ici que je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés. Rendez-vous compte, on donne aux policiers une arme létale. On leur donne un outil qui va donner la mort. On les forme pas du tout. Nous sommes des cibles. D'ailleurs, ce ne sont pas des refus d'obtempérer. La plupart du temps, c'est des tentatives d'homicide volontaire. Donc à un moment, quand on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Un refus d'obtempérer, une course-poursuite à distance, puis une vie fauchée. Un homme de 34 ans est mort mardi matin à Clamart, percuté par un adolescent de 14 ans qui conduisait une voiture volée qui fuyait la police. L'adolescent placé en garde à vue est déjà connu de la justice, notamment pour vol et violence. Alors parlons vrai, les refus d'obtempérer sont-ils trop peu sanctionnés par la justice ? Doit-on engager la responsabilité des parents, sachant qu'à 14 ans, on n'a rien à faire dehors à 3h du matin ? Et à cette question, refus d'obtempérer ayant coûté la vie à un usager de la route, sommes-nous dans une impasse? Vous dites oui à 81%, vous êtes policier, vous envoyez régulièrement, ou alors vous dites j'envoyais un peu à l'époque mais énormément aujourd'hui. Appelez-nous au 0826 300 300 pour témoigner. Jean-Christophe Couvé est avec nous, secrétaire national du syndicat Police Unité. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette petite musique, Philippe Bilger, du refus d'obtempérer, et les jours, les mois, les années passent et finalement on a vraiment l'impression d'être dans une impasse. Absolument. Sous le contrôle de Jean-Christophe, j'ai osé dire, quand j'ai appris que vous étiez invité, j'ai dit encore lui, c'est pas possible. Je ne vous quitte plus, en fait. Et plus sérieusement, les refus d'obtempérer se multiplient, ça n'est pas très original, mais il n'y en a pas énormément qui sont suivis par des catastrophes délictuelles ou criminelles. Et moi, ce qui me frappe dans l'affaire très légitimement que vous évoquez, c'est qu'on y trouve un parfait concentré de tout ce que la délinquance des mineurs a de catastrophique aujourd'hui, et sur le plan de la législation, et sur le plan des peines parfaitement inutiles, et sur le fait qu'on a mis en œuvre en 2021 une loi qui est infiniment contre-productive, puisqu'elle elle coupe le procès en deux, alors que s'il y a une minorité qui exige un jugement immédiat, c'est bien le mineur avant 16 ans notamment. Olivier D'Artigol. Oui, les refus d'obtempérer sont devenus un fléau. Chaque fois, je me pose la question, et Philippe Bilger a raison, il y a dans ce cas précis un condensé de tout ce que nous commentons assez régulièrement, mais dans un seul cas. À chaque fois, je cherche des éléments dans la presse, dans les médias, sur le profil
de ceux qui agissent ainsi pour repérer la première alerte, ce qu'on appelle le signal faible, pour savoir si à ce moment-là, il y a eu une réponse de la société, qu'elle soit éducative, qu'elle soit judiciaire. Et souvent, ça n'est pas le cas. Or, on sait que plus tôt nous intervenons pour rappeler les règles, et mieux ça va. Farid Temsamani. Oui, alors en plus, il y a mort d'homme, quelqu'un qui probablement allait au boulot, au travail, qui vivait encore chez sa maman, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui a été dit est parfaitement vrai. En réalité, à 14 ans, il y a normalement un certain nombre de signaux qui ont normalement déjà donné l'alerte. Et là, je me pose la question, le système éducatif, à quel moment est-ce qu'il a joué son rôle ou non? Parce qu'il a eu affaire à la justice, ce jeune homme-là. Mais pour revenir au délit de fuite, on en reparlera probablement avec Jean-Christophe, effectivement, avec les professionnels en l'occurrence, mais il y a eu tellement d'affaires dans le passé. On a rappelé tout à l'heure le décès à Nanterre de Naël, où en réalité vous avez un certain nombre d'agents de police qui font aujourd'hui très attention. Je pense notamment lorsqu'il y a des délits de fuite avec des 2 roues, où en fait on fait très attention, où contrairement à d'autres pays, on fait en sorte de ne pas provoquer, de ne pas tuer. Et en réalité, ça pose véritablement le problème, parce que vous avez aussi des délinquants. Alors attention, toutes les affaires ne sont pas comparables, il faut faire très attention. Mais vous avez un certain nombre de délinquants qui disent, mais de toute manière, quel est le risque pour moi au final? C'est quoi? C'est la garde à vue. Il a déjà fait de la garde à vue, ce jeune homme. Voilà. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui paye finalement d'une certaine manière, notre laxisme au sens très large, malheureusement. Jean-Christophe Couvi, ce qui est assez étonnant, forcément, c'est que je trouve qu'il y a moins d'émoi pour un automobiliste qui est tué par un délinquant que finalement un policier qui tue un délinquant. C'est quand même surréaliste. Je ne vois pas de montée de bouclier en disant c'est scandaleux. Ça passe crème, en fait. Oui, il n'y aura pas d'émeute. C'est comme ça, c'est un fait, parce que justement, ça n'intéresse pas aussi une partie des hommes politiques. Ça va pas dans le narratif où on entend toujours dire que les policiers sont racistes, sont violents, c'est des grosses brutes, et que en fait les délinquants sont des victimes de la société. Voilà, ça devient insupportable, cette petite musique, effectivement. Parce que moi je pense bien à sa famille quand même. Oui, mais bien sûr. Mais encore une fois, on m'a même envoyé, parce que j'ai dit qu'en fait sur l'affaire Naël, effectivement, le policier était intervenu. Mais je dis toujours, rien ne mérite la mort sur une intervention. On fait le maximum effectivement pour préserver la vie, parce que pour nous la vie est primordiale. Sauf que dans des situations bien particulières, de temps en temps, malheureusement, ça arrive. Le refus d'obtempérer, alors donc en fait, il faut dissocier de l'usage de l'arme, parce qu'on ne tire pas, et ça faut bien le dire aussi, contrairement à ce que dit LFI, on ne tire pas sur des gens sur un refus d'obtempérer. On tire parce que justement, on est en danger, ou d'autres personnes sont en danger, et la loi nous le permet. Il y a 2 lois qui nous le permettent, effectivement, c'est le Code de sécurité intérieure, et effectivement, c'est quand on est en état de légitime défense. Voilà. Le Code de sécurité intérieure s'adresse aux forces de l'ordre, parce que c'est l'usage de l'arme administrative, tandis que la légitime défense est tout citoyen, y compris les forces de l'ordre, et là, on ne parle pas d'armes. C'est-à-dire que vous pouvez vous défendre avec les moyens du bord, du moment que ce soit proportionnel et concomitant. Donc ça, ce sont les 2 choses à bien scinder. Après, effectivement, nous, on a une recrudescence de ces refus d'obtempérer. Et en fait, quelque part, ça découle aussi de cette violence sociétale, j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne respecte plus rien, on n'a pas de limites. Un policier vous demande de vous arrêter. Pourquoi est-ce qu'une partie de la population s'arrêterait? Qu'est-ce qu'elle risque? Autant prendre le risque, effectivement, de partir, et malheureusement de tuer un innocent qui allait au travail. Voilà. Et surtout, c'est l'âge, 14 ans. Nous, ça ne nous surprend plus. Je sais que ça doit choquer, normalement. Il faut que ça choque l'opinion publique. Déjà, les parents de ce gamin. Parce que ce gamin avait un palmarès, déjà, à 14 ans. Et je vous signale qu'il était aussi sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que normalement, il n'aurait pas jamais dû se retrouver là. Sauf qu'en fait, on se rend compte que les contrôles judiciaires, les prévenus, enfin, les personnes qui ne le comprennent même pas et s'en fichent complètement. Pour eux, ils sont dehors, ils sont libres, point. Allez, Didier au 0826 300 300, une réaction, Didier. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est surtout par rapport aux parents. Alors, je comprends pas bien comment un gamin de 14 ans peut se retrouver à 3h du matin dehors. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est souvent quand il se passe ce genre de choses, on essaye d'expliquer que
que c'est souvent des mères seules qui élèvent leurs enfants, elles n'ont pas la main sur eux, ils ont du mal à les diriger. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai été élevé par ma grand-mère. Mon grand-père, je le voyais peu parce qu'il travaillait beaucoup. Et je pense que je suis un gamin tout à fait normal. Enfin, plus maintenant, mais bon, à l'époque. Et est-ce qu'on paye pas aujourd'hui très cher, Jean-Christophe Couvi, c'est ce que dit Didier Denim, la culture de l'excuse qu'on a eue pendant des années? Oui, de toute façon, je veux dire, c'est pas un fait nouveau, ça arrivait, on l'a vu arriver, nous, policiers, souvent je dis, ça fait rigoler certains, ou ça blesse même, je dis, on est des sociologues de terrain, parce qu'en fait, on voit la déliquescence de la société, on voit tous les mauvais côtés, et on alerte, effectivement, on a cette obligation d'alerter les hommes politiques, d'alerter nos hiérarchies, et de dire, voilà l'état de la société, attention, il y a des dérives. Oui, effectivement, il y a des parents qui sont dépassés. Il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. C'est dans certains quartiers, c'est la jungle. C'est un écosystème bien particulier. Il y a des prédateurs, il y a des petites gazelles. Et en fait, personne ne vous met à l'abri de ça. Et vous êtes dans un milieu un peu confiné où justement, d'ailleurs, vous avez vu les dernières émeutes de mois de juin, juillet. Qu'est-ce qui était visé? Tout ce qui représente la République et l'émancipation culturelle, les écoles, les maternelles, etc. Parce que les dealers, parce que les réseaux délinquants veulent enclaver ces jeunes, c'est malheureusement de la ressource humaine pour leurs méfaits. Allez, un petit mot, 0826 300 300, Mike qui veut réagir, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mike, bonjour, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Philippe et le reste de l'équipe, je suis ravi pour intervenir, je vais faire vite. Donc je pense qu'on paye d'une part le laxisme, effectivement, de trouver des excuses pour tout et rien, et on a aussi un gros problème d'éducation, parce que quand on a 14 ans, on n'est pas à 3h du matin dehors, encore moins au volant d'une voiture, et encore moins quand on n'a pas le permis. Oui. Et moi, je conclue. Et encore moins quand on est sous contrôle judiciaire, permettez-moi de vous le dire. Ça fait beaucoup. Absolument, il faut qu'on respecte la police. Moi, je suis d'une nature un peu bagarreur, rebelle, je n'ai pas l'habitude de me laisser faire. Un policier me dit de m'arrêter, je m'arrête. C'est la loi, c'est la République, on respecte. Oui. Tout le monde était comme vous, Mike. Deux auditeurs, Didier et Mike, ont totalement raison. Deuxième élément, on oublie en permanence que les refus d'obtempérer ne viennent pas par hasard. Ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui ont des choses à se reprocher. Et c'est un euphémisme. Et troisième élément, votre question est très bonne. Je crois que des policiers hésitent aujourd'hui à user de tout ce que leur permet la loi parce qu'ils ne veulent plus être présumés coupables. Il y a d'autres, c'est juste, et il y a d'autres raisons de refus d'obtempérer avec le nombre croissant de personnes roulant pour différentes raisons sans assurance ou sans permis de conduire. Ouais. Il y a eu des enquêtes réalisées et c'est un vrai sujet. Mais ça reste des délinquants aussi, évidemment. Dans la même catégorie. Moi, plusieurs choses. Sur la culture de l'excuse, je pense qu'on sous-estime un élément. Pendant très longtemps, effectivement, c'était la musique que l'on entendait régulièrement. Alors, je mets de côté ceux qui ont un intérêt. Objectivement, certains politiques notamment, ou ceux qui vivent de cela. Mais vous avez aussi dans les quartiers aujourd'hui des gens qui n'excusent plus ce type de comportement, parce qu'ils sont les premières victimes, ce sont d'abord les habitants des quartiers. Le deuxième élément sur lequel je voulais réagir, je pense que nous tous, et nos auditeurs en l'occurrence, en fait, on a un raisonnement relativement normal. C'est-à-dire que face à un policier, on va s'arrêter, ou etc. On peut se faire la gueule, mais on va s'arrêter. Mais ce type de délinquant, sauf si c'est Jean-Christophe qui vous arrête, il est souriant. Mais son épouse en avant. Mais ce type de personnes, en réalité, sont déjà dans une autre phase, sont déjà dans l'irrespect total, que ce soit le policier, que ce soit sur tous les points, sur tous les points. Et donc c'est pour ça qu'en fait on peut pas avoir le même raisonnement. C'est pour ça que si on veut véritablement agir sur ce type de phénomène, en réalité il faut se mettre également à la place, également dans ces logiques-là pour pouvoir les contraindre. Et dernier élément, si je dis pas de bêtises, sauf erreur de ma part, les premiers éléments de l'enquête disent qu'en fait il était en commande en réalité parce qu'il aurait volé cette voiture sous commande, etc. Ça, ce que disait tout à l'heure Philippe était très juste. En réalité, vous avez tout un écosystème, que ce soit les narcotrafics ou tout le grand banditisme, en réalité, qui use de ces gamins-là, parce qu'à 14 ans, on peut dire ce que l'on veut, même si on a un lourd passé judiciaire, on reste un gamin de 14 ans, et effectivement, c'est aujourd'hui de plus en plus jeune. L'instrumentalisation. En fait, oui, c'est le maillon faible, et les délinquants, effectivement, la délinquance, les réseaux sont loin d'être bêtes, ils analysent, ils voient bien que c'est notre talon d'Achille, la jeunesse, on n'a pas d'emprise sur cette jeunesse, ou très peu, et après, quand
quand on écoute tous les auditeurs, effectivement, et même les gens dans la rue qui viennent nous parler, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gamins-là, on les a détectés plus jeunes. On sait qu'ils sont en dérive. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage politique de dire, ok, moi je suis la vieille école, il y avait des maisons de correction qui existaient, on les prend, on les met dans des maisons de correction. On leur donne je suis désolé, une seconde il y a chance. des anciens militaires, il y a des anciens policiers, des gendarmes qui sont prêts à la retraite, même une pré-retraite, à venir pour encadrer ces jeunes. Et le matin, oui, vous allez lever à 7h du matin, vous allez faire votre lit, vous allez manger avec les autres, vous allez apprendre le respect de l'uniforme, etc., etc. Il faut changer complètement les esprits, mais pour ça, il faut les prendre, il faut avoir le courage de les enlever de leur ça sans l'uniforme avec les colonies de vacances. Oui. De 6 ans à 12 ans, je suis allé en colonie de vacances. Sauf que là, il faut quand même des moniteurs un peu costauds psychologiquement. Voilà, envoyez-les-moi, je vais m'en occuper. Mais parce que même dans le social, les gens vous disent, en fait, même quand dans les centres fermés, premier rapport que vous avez, c'est un rapport de force. Il faut montrer que vous êtes plus fort que le gamin qui est en face de vous. Physiquement. Des fois, il y en a qui se roulent par terre. Et une fois que vous avez maîtrisé le gamin, vous avez dit, voilà, maintenant, tu vas me respecter parce que je suis plus fort. Parce qu'en fait, c'est leur code à eux. Ils sont élevés comme ça dans la violence et dans celui qui est plus fort qui commande. Après, vous pouvez travailler, effectivement, dans la matière humaine. Vous pouvez voir avec eux et essayer de changer les choses. Et on peut rattraper des jeunes, mais d'ailleurs, on le cite toujours, c'est Maurice Berger, pédopsychiatre. Là, sur dimanche, il a fait une masterclass, moi je trouve, sur une autre chaîne, mais ça dure 3 minutes. Et comme je dis, il faut que les hommes politiques l'écoutent, prennent le temps d'écouter. Ça dure 3 minutes, mais je peux vous dire que derrière, arrêtez d'écouter des idéologues, écoutez des hommes et des femmes de terrain qui connaissent cette matière humaine, qui savent comment sauver ces gamins. Et je cite toujours, puisque ça fait écho à Saumur, moi j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui travaille chez Renault, qui est responsable régional, et qui m'a dit, moi j'ai fait 2 rencontres dans ma vie, un flic de la BAC, qui m'a dit maintenant ça suffit, je vais m'occuper de toi, et un prof qui lui a dit, je vais rester le soir, venir te faire des cours, mais tu vas te sortir de là. Et pourtant c'était quelqu'un de défavorisé, enfant du voyage, tout ce que vous voulez, et aujourd'hui il me dit, je remercie ces 2 personnes. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat Police Unité. Merci, on remercie Didier et Mike. Didier qui reste avec nous pour le qui c'est qui l'a dit, mais Jean-Christophe va rester aussi. Didier, vous allez rester avec nous. Vous voulez en permanence que mes risques de victoire Non, de toute façon c'est Didier qui va gagner, donc ça c'est réglé. Vous restez avec nous, on joue au qui c'est qui l'a dit dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix tous les jours. On vous accueille, bien entendu. Vous êtes ici chez vous, avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, qui n'a pas l'air en forme aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Arrêtez avec cette légende urbaine. Ah non, il est tout blanc. Pardon. On vous propose des gâteaux, vous en voulez pas. Voilà, c'est à un moment donné, je me pose. Le contrôle antidoping concernant Philippe Bilger. Antidopage, pas antidoping. Oui. On parle français ici. Allez, Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus, et bien entendu, on a gardé Jean-Christophe Couvi. Garde à vue. Attention, ça va bien vous calmer. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Didier, mon cher Didier, vous êtes au taquet ? On va essayer. Oui, ça va très bien se passer. Allez, on commence par 2 points. Le qui c'est qui l'a dit sur le buzz des députés LFI. On assiste à un phénomène de TikTokisation, pas facile à dire, de la vie politique. Ah, ça, c'est quelqu'un de gauche. Je pense que ça doit être Glucksmann. Bonne réponse de Didier qui marque 2 points. Didier, il faut une tête ici. Oui. Déjà, ça les calme d'office. Qui c'est qui l'a dit encore à 2 points. La France insoumise s'attaque à toutes les institutions pour faire émerger un monde brutal et autoritaire. Didier. Marine Le Pen. Bonne réponse de Didier, c'était ce matin sur Sud Radio. Didier, on peut rester dans le studio Et comment ça va? Non. Ça va les figurants? Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Raphaël Glucksmann, c'est le candidat de la NUPES. Aïe, je pense. Bonne réponse. Bon, je pense que... Pourquoi on a dit du bien de Didier? Voilà. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Madame Braun-Pivet a plus sanctionné en 2 ans que depuis toute l'histoire du Parlement. On a l'impression que le moindre geste de solidarité devient impossible. C'est contraire à l'idée que je me fais du parlementarisme. Didier. Aubry. Non. Panot. Caron. Non. C'est le même parti. Panot, Autain, non. Nopal. Non. Il est prof? Il est prof, Corbière. Bonne réponse de Philippe Bilger qui engrange 3 points.
J'avais déjà le parti, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. En plus, vous les mettez. De ne l'avoir pas dit. En plus, vous les mettez sur la voie. Attention, 3 points. La stratégie de Mélenchon et de LFI, c'est d'apporter le chaos en France pour renverser la Ve République, la conduire à l'échafaud et mettre la main sur le vote musulman. Ils instrumentalisent la souffrance de la population de Gaza. Didier. Bardella. Non. C'est pas Marine Le Pen. Non. Maréchal Le Pen. Non. C'est de droite, mais c'est de droite. Retailleau. Zemmour. Non, Retailleau. Pour une fois, ça tombe juste. Il nous fait une Retailleau. Il a dit chaque fois, mais là c'était bon. Vous avez remarqué qu'on avait apporté des gâteaux à Philippe Bilger, ça va beaucoup mieux. On peut lire sur la boîte la composition, s'il vous plaît. Qui c'est qui l'a dit sur le pacte vert? C'est à 2 points. Le défi climatique est l'un des plus grands défis de ma génération, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Didier. C'est la dame qui s'occupe des écologistes. Non. Je retiens pas son nom. Oui, bonne réponse de Philippe Bilger. Quelle remontée! Mais c'est fou. La remontada de Montebourg. Mauvaise journée, moi. Qui c'est qui l'a dit sur les commémorations du 6 juin? Pour les gens de ma génération, c'est l'occasion de se remémorer des dérives de l'extrême droite. Didier. J'ai du mal là. Macron? Non. Mélenchon. Non. Je dois pas dire un Oui, truc intelligent. c'est LFI. LFI. Didier. C'est pas des gens comme ça. C'est une femme. Sourdet. Européenne. Manon Aubry. C'est Farid qui l'a dit en premier. Non, c'est Olivier. Je crois que c'est Olivier. Qui l'a dit. De toute façon, Vous pouvez partager les points. 2 points. Comptez même plus. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. C'est vous ou c'est moi? C'est vous. Allez. Ma conviction profonde, c'est que la France est plus utile à la sécurité de l'Europe en conservant sa dissuasion nucléaire qu'en essayant de la mutualiser. Didier. Macron. Non, Bellamy. Bonne réponse, François-Xavier Bellamy. 3 points pour Farid Temsamani. Allez, la petite dernière, la petite last. Une petite dernière. Qui c'est qui l'a dit? À 3 points. Madame Ayé est à la peine dans cette campagne, non pas parce qu'elle manque de talent, mais parce qu'elle doit porter sur ses épaules le catastrophique bilan d'Emmanuel Macron. Bardella. Didier. Non, c'est pas Bardella, c'est non, Bellamy. Non, c'est le même camp que C'est le même camp, mais c'est une femme. Marine Le Pen. Non. Morano. Bonne réponse de Didier. Nadine Morano, il marque 3 points. Ben non, c'est pas Nadine Morano. Mais si, c'est Nadine Morano, regardez. Elle est où? Ah bah je crois que c'était celui d'avant, non? Ben non, j'ai fait celle du dessous. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Donc c'est bien. Écoutez, c'est Didier qui a gagné. Bravo. Didier. Didier, 10 points. Philippe Bilger, 8 points. Farid Temsamani, 3 points. Alors, le prochain sujet, c'est 2 points. Prochain sujet. Et, permettez-moi de vous dire, pour Jean-Christophe Couvi, appelez la police, il est à 0. C'est parce que mon syndicat ne fait pas de politique. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais moi, je croyais qu'il était parti, Jean-Christophe Couvi. En tout cas, moi, Vous êtes en garde à vue. Je vous ai fait une standing ovation, mon cher Didier. Voilà, parce vous avez remarqué quelle élégance je l'ai laissé gagner. C'est vrai. Faut toujours laisser gagner. Oui, tout à fait, monsieur Bilger. Mais quel escroc. Bravo, Didier. Philippe Bilger est un escroc. Didier, je ne discute pas. Vous devez être doué. Oh oui. Non, pas vraiment. On vous embrasse, Didier. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de vous avoir dans 10 minutes, les amis. On y retourne. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est avec Philippe Bilger. On parle de quoi? Étrange manière de parler d'Emmanuel Macron. Allez, Farid Temsamani. La future trahison. Ah, la future trahison. Ah, pas mal. Avec vous, Olivier d'Artigol. L'opération d'Emmanuel Macron sur les plages du débarquement va-t-il permettre une remontada de dernière minute? On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Vous pouvez commenter sur toutes nos plateformes et on vous attend bien sûr au 0826 300 300. Je le rappelle parce que je l'avais pas dit. Ah si, il y a 2 secondes. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Farid Temsamani qui est avec nous et bien entendu, j'ai dit Philippe David? Non, mais c'est pas grave. Je le dis pas assez, je vais déposer votre nom et une fois qu'il sera déposé, dès que je le dirai, je gagnerai de l'argent, donc je le dirai un peu plus. On sait qu'il est toujours dans vos pensées. Mais oui, bien sûr, je l'adore. Alors on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, vous avez la parole, Félix Mathieu, de quoi parle-t-on? De cette circulation qui va être quasi impossible pendant les Jeux Olympiques dans certaines zones
de l'hypercentre parisien avec cette conséquence. Certains restaurateurs pensent tout simplement fermer temporairement pendant les jours où ça va être le plus compliqué. Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, quitte à ne pas me faire que des amis. Aujourd'hui commencent les commémorations des 80 ans du débarquement de Normandie. On commémore donc le monde d'il y a 80 ans, quand à l'ouest et au sud, les Anglo-Américains étaient des Français libres et à l'est, les Soviétiques, aidés entre autres par les Polonais libres, ont écrasé l'Allemagne nazie à l'issue de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Et je suis scandalisé en voyant la liste des invités que parmi les ex-républiques de l'Union soviétique, seule l'Ukraine semble avoir été invitée. Pourtant, les sacrifices subis par l'ensemble de l'URSS sont colossaux, avec 27 millions de morts. Des sacrifices que les Allemands paieront au prix fort, puisqu'environ 80% des pertes de la Wehrmacht eurent lieu sur le front de l'Est. Rappelons d'ailleurs, pour rappeler une réalité historique, que sans l'aide massive de l'URSS, les Alliés auraient peut-être été rejetés à la mer à l'été 44. En effet, le 22 juin 44, date choisie par Staline pour les 3 ans de l'opération Barbarossa, qui marquait l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, l'armée rouge entamait l'opération Bagration, jamais enseignée en France. Lors de cette opération, une offensive massive fut lancée sur un front de 1000 km du nord au sud. Une opération qui se termina le 19 août, après que la Wehrmacht ait reculé de 600 km et ait laissé près de 300 000 morts dans la bataille. Sans cette offensive massive, les Allemands auraient pu envoyer des renforts sur le front de l'Ouest, et que se serait-il passé? Nul ne le sait. Alors oui, la Russie avait sa place en Normandie, comme le Kazakhstan, la Lituanie, l'Arménie ou la Biélorussie, et comme toutes les républiques soviétiques, une présence méritée par le sang versé il y a 80 ans. Oui, sûrement. En même temps, on ne peut pas oublier la Russie d'aujourd'hui, et on ne peut pas oublier le pacte Hitler germano-soviétique. Voilà. Donc, mais ça ne justifie sans doute pas le contraire de ce que vous venez de développer. En tout cas, ça ne peut pas être le pacte germano-soviétique qui aurait pu, à lui seul, justifier la non-participation aujourd'hui des autorités russes. Parce que Stalingrad, parce que ce que vient de rappeler Philippe David. Bagration, Koursk, on va pas toutes les grandes batailles. Est historiquement et certainement moralement juste, mais politiquement impraticable. Au regard de l'actualité ukrainienne, la présence de Poutine était impossible. Ouais. Ben moi, je pense le contraire. Je pense qu'en fait, notre président de la République aurait dû saisir l'occasion, d'un point de vue diplomatique, justement, en invitant le représentant, non pas inviter Poutine, mais le président de ce pays-là, qu'on le veuille ou non, qui est aujourd'hui Poutine, et justement essayer, je dis bien essayer, maintenant c'est trop tard, mais essayer justement de dire, voilà, il y a 80 ans, grâce à vous, nous avons été libérés d'une certaine manière. Eh bien, aujourd'hui, essayons de faire quelque chose. Alors, je forcément beaucoup plus délicat que dans mes propos, mais en réalité, je pense qu'il aurait dû saisir au moins l'occasion d'essayer. Ouais. Merci beaucoup Philippe, et on retourne au JO directement avec une quasi-impossibilité de circulation, Félix. Les vraies voix Sud Radio. Le secteur de l'hypercentre de la capitale sur les bords de Seine sera soumis à des contrôles assez stricts dans les 8 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Zone accessible à condition de présenter un QR code. Il faudra s'y prendre à l'avance pour fournir les documents, une photo aussi sur le site de la préfecture. Résultat, des restaurants, des bars, des environs qui craignent tout simplement de voir leurs terrasses et même leurs salles complètement vides en lieu et place de l'affluence attendue à l'origine. Bonsoir Franck Delvaux. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes président de l'UMI Île-de-France, l'UMI, syndicat de restaurateurs, d'hôteliers. Certains se disent même que ça va pas valoir la peine de rester ouvert durant cette période, sans compter les livraisons aussi qui vont être compliquées. Oui, ça va être très compliqué. Vous l'avez souligné. D'ailleurs, ça démarre pas le 26, c'est 8 jours avant, dès le 18 juillet, sur la zone de la soirée de lancement des JO. Tout va être bloqué. Il faudra un QR code. Il faudra pouvoir, même si vous allez dans un bar, montrer patte blanche avec une réservation. Donc, c'est contre nature quand on décide d'aller boire un verre dans un bar. C'est pas 3 jours avant qu'on va aller prendre un QR code et se dire tiens, on va aller dans un bar. Pareil pour aller au restaurant, dans les hôtels, oui, mais pareil dans les restaurants. Donc, tout ça avec une circulation déjà très difficile dans Paris. Oui, certains vont fermer parce qu'ils pensent que y aura personne. Couplé également au télétravail, on n'entend que ça, des appels au télétravail, font que ça va pas être très bon pour notre activité. Philippe Bilger, alors que ça aurait dû être l'inverse, au contraire.
Absolument. Mais vous me permettez Est-ce qu'à votre avis, monsieur, qui est un professionnel de la restauration, il aurait été possible de faire autrement en tenant compte des enjeux sécuritaires des JO ? Qu'est-ce qui, à votre avis, aurait dû être fait ? On comprend bien, hein, chaque fois qu'on rencontre régulièrement le préfet Laurent Nunez, et il nous parle de sécurité. Et on voit bien que de semaine en semaine, ça se resserre parce que on est vraiment en vigipirate rouge écarlate au niveau de notre pays, au niveau de la capitale pour les JO. Donc ça, on le comprend bien. Mais après, aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dirige vers ce qui s'est passé à Londres. C'est-à-dire que pendant la période des JO et les 8 jours avant pour cette zone, on va moins bien travailler qu'un été normal. Après les JO, sur une période de 12 à 18 mois, ce sera bien parce que va vraiment avoir un phare sur la ville de Paris. Mais vous voyez, par exemple, là, on est encore en train de discuter avec le préfet, voir s'il nous autorise ou pas les terrasses le jour, la soirée d'ouverture des JO, le 26. Donc vous imaginez cette zone sans terrasse, s'il fait beau à ce moment-là, bon, ça donne pas envie. Ouais, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on a même des annulations de business, de gens qui veulent plus venir à Paris parce qu'ils disent OK, on met plus de temps pour aller de l'aéroport à notre bureau que de venir de Londres ou d'ailleurs jusqu'à Orly ou Roissy. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de circulation et un vrai problème aussi de télétravail parce que ça va démarrer dès le mois de juillet où on n'entend que ça, des entreprises qui disent bah non, on viendra plus en présentiel, on délocalise, on fait plus de réunions en présentiel à Paris, on fait ça en province ou en visio. Et tout ça est très mauvais pour notre profession. Oui. Eh bien, on l'entend et on est vraiment navré pour vous parce que ça devait être l'inverse. Hein. Ça devait être une fête pour tout le monde. Merci beaucoup, Franck Delvaux, d'avoir été avec nous, président de l'UMI Île-de-France. Bien sûr, on vous redonnera la parole parce que c'est intéressant. On verra effectivement si on dessert un petit peu la sécurité. Ce sera intéressant de faire un point. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Merci, Félix. Dans un instant, on continue le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. De quoi parle-t-on ? D'un participe passé utilisé par Emmanuel Macron. Avec vous, Farid Bensamani. De la trahison du couple du moment. Et vous, Olivier d'Artigol ? Sur le sable de Normandie, Emmanuel Macron va-t-il faire renaître la liste Aillé ? Ah, très bien. Allez, joli. Bougez pas. 0826 300 300, n'hésitez pas. On est très heureux de vous accueillir. Jusqu'à 19h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, ensemble jusqu'à 19h, ce numéro de téléphone 0826 300 300, on peut l'utiliser pour gagner des jeux, pour discuter avec les vraies voix ou pour vous engueuler avec. Comme ça, moi, c'est réglé. Vous avez 3 choix possibles avec Philippe Bilger. Bien entendu, avec Philippe David, on vous attend tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix, puisque c'est l'actualité des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et vous allez parler au participe passé, Philippe Bilger. Oui, je voudrais faire un sort sans doute exagéré, parce que sur un participe passé utilisé par Emmanuel Macron, lorsqu'il avait nommé Stéphane Séjourné ministre des Affaires étrangères, par la suite, ça n'avait pas tari les ambitions de Séjourné, qui voulait être en plus responsable du parti. Et Emmanuel Macron a dit... Il n'en est pas question, il a déjà été servi. Ça révèle une certaine conception de la vie politique et du pouvoir macroniste. J'ai l'impression qu'il ne s'est jamais véritablement soucié de la compétence des ministres. Je pense à Dupond-Moretti, par exemple, et à d'autres. Et service, ça veut dire que la République est considérée presque comme une offrande qu'on donne à tel ou tel par un pur décret régalien. C'est vrai, il a déjà été servi. Drôle de propos, Olivier d'Artigol. Oui, mais c'est la conception macroniste de la gestion des ressources humaines dans la nation start-up. Souvenez-vous aussi, sur un gouvernement certainement Castex, il faudra bien donner un os à ronger au jeune Attal. Pour le coup, il a eu un morceau de choix.
par la suite. Farid Temsamani. Je suis complètement d'accord. En réalité, Macron assume clairement les choses, ce qui existait de tout temps. En réalité, moi j'ai le souvenir de la même gestion lorsque Jacques Chirac était président de la République. Mitterrand, Mitterrand, j'étais beaucoup plus jeune, mais pour avoir vécu ou entendu un certain nombre de choses, c'était déjà à l'époque. La seule différence, effectivement, Macron, d'une certaine manière, l'exprime avec un telle désinvolture que, en vérité, ça choque tout le monde. Et c'est pas la véritable conception de ce que doit être la politique, surtout. Ces journées au Quai d'Orsay, mis à part l'opération qui consiste à l'exfiltrer de Renaissance, sur quelle qualité particulière il doit en avoir par ailleurs, mais pour gérer les affaires étrangères, rappelez-vous la vacuité des articles lui étant consacré à l'époque pour essayer de justifier dans certains journaux ce profil-là au Quai d'Orsay. Alors, à contrario, la prédécesseur de ces journées qui était Colonna, qui était soi-disant une véritable technicienne des affaires étrangères, finalement, elle a fait pchit. N'a pas brillé non plus. Puisque vous avez la parole, Farid Temsamani, vous vouliez revenir sur une éventuelle trahison. Oui, je voulais revenir sur l'interview. Vous voulez qu'on écoute un son ? On va écouter le son. C'était ce matin sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. Il ne vous trahira jamais. Mais il n'aura pas à me trahir, parce que pour me trahir, il faudrait qu'ils veulent être à ma place. Il ne voudra jamais être à votre place. Et il faudrait que j'y résiste. Il viendra peut-être un temps où je n'aurai pas envie de résister. Vous savez, le simple fait d'en parler, ça dit énormément de choses sur ce qu'il se trame en réalité entre ces deux personnes, entre ce couple, qui objectivement... Marine Le Pen, Jordan Bardella. Marine Le Pen, Jordan Bardella. Qui probablement vont gagner haut la main les élections européennes ce dimanche. Mais tous les couples politiques, sans remonter jusqu'à Pompidou, De Gaulle, en réalité ont amené, parce que l'ego étant celui-ci, ont amené tôt ou tard une certaine trahison. Et il va se passer, je pense, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, une petite musique qui va s'installer petit à petit au sein... Je parle du parti du Rassemblement National, qui fait que, à l'approche, plus on va s'approcher des élections présidentielles, de dire voilà, mais finalement, elle s'est déjà présentée 3 fois, et nous avons, qu'on le veuille ou pas, qu'il ait les qualités ou non, Jordan Bardella potentiellement est celui qui potentiellement peut sortir le nom Le Pen du candidat à l'élection présidentielle de ce parti-là. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'elle peut dire. Vous pensez que c'est encore un frein, le nom Le Pen ? C'est pour ça que vous dites ça ? Je pense que oui. Peut-être pour ça d'abord que Marion Maréchal en a changé. Oui. Mais c'est intelligent, évidemment, ce que vous dites, Farid, mais j'objecterais le fait que peut-être il arrive que l'histoire connaissent des exceptions. Et c'est peut-être une facilité intellectuelle d'imaginer que dans les couples de cette nature, à un moment donné, il y aura forcément une trahison. Et je parie absurdement, enfin, il est absurde de faire des paris en politique, que en réalité, elle sera candidate, et si elle gagnait, ce que je ne crois pas, en plus, il serait Premier ministre. Olivier d'Artigol. En fait, on n'en sait rien. La politique. Merci pour cette intervention. La politique est faite de 2 choses. D'abord, de stratégies qui peuvent être élaborées, de partis politiques, de batailles idéologiques. Et il y a les tempéraments. C'est fait de chair et de sang. Il y a des personnes qui se révèlent. Qui vont saisir un moment particulier pour transgresser certaines règles. Aujourd'hui, on ne découvre pas. Jordan Bardella était candidat en 2019. Mais s'il arrive à un résultat très important, au-delà même que ce qui lui est donné aujourd'hui par les sondages, il y aura un nouveau paysage politique et il le marquera très fortement. Ouais. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec finalement le tour de table de l'actu de notre Olivier d'Artigol. Et on parle de quoi, Olivier ? D'Emmanuel Macron dans les 3 jours qui viennent. Eh bien, on en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. N'hésitez pas, on est ravis de vous accueillir à l'antenne. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec ce trio qu'on peut qualifier de brillantissime. Infernal, moi j'aurais dit. J'aurais dit infernal. Oui, il y avait le carré magique à l'époque au football.
Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Farid Temsamani, évidemment Cécile de Ménibus. Au niveau, au niveau du débat, ils ont les pieds carrés quand même. Hein. C'est pas. Allez, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300 et on va revenir sur ce tour de table de l'actu avec notre ami Olivier d'Artigol. Les 3 jours à venir sont passionnants. Je n'évoque pas ici les enjeux mémoriels en lien aux cérémonies du débarquement. Pourquoi ? Parce que la liste Aillé est donc cruellement distancée aujourd'hui à 15-16%, alors que Jordan Bardella est à plus de 30 au double. Ouais. Et Emmanuel Macron a donc décidé de mener bataille. Il y aura donc la journée de demain. Nous verrons si il reste justement sur les enjeux de mémoire ou si il va un peu dévié, beaucoup passionnément sur le terrain politique et électoral. On le connaît un peu, on sait qu'en une telle occasion, il peut aller vers une certaine forme d'enflure. Il y aura le soir même, il débarque au sens propre, au sens figuré, sur les antennes de TF1 et de France 2 à 20h. Ça a suscité moult réactions. Et le lendemain, le président Zelensky est donc invité à intervenir à l'Assemblée nationale devant la représentation nationale, alors que la veille, le président Macron aura peut-être précisé l'engagement par des militaires ou des civils français en Ukraine. Cela fait beaucoup et tous les observateurs se posent une question: est-ce que cette offensive sur 3 jours, qui vont se conclure par la visite d'État de Biden samedi, vont permettre une remontée du score Aillé qui, pour les macronistes, cela ne serait pas déshonorant d'aller rechercher un peu les 19-20 et amener Jordan Bardella en dessous de 30%. Ça serait certes pas une victoire, mais cela aurait moins le goût d'une défaite et voire d'une humiliation. Philippe Bilger. Vous avez raison, Olivier. Là où je me demande à quel... Bizarrement, d'abord, il a du mal à admettre qu'il n'est pas le seul à pouvoir régler une situation qui est désastreuse. Deuxième élément, le paradoxe, c'est que en exploitant probablement légèrement ou ostentoirement une situation historique, il va probablement faire oublier ce qu'il aurait pu gagner en ne s'en servant absolument pas. Les Français sont tout de même pas complètement idiots. Ils auraient admis que le président, à l'occasion de ses 80, vienne. Donc je crains que ce soit contre-productif pour lui. Farid. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que ça va même se retourner. Il n'est pas candidat, par définition. Les sondages disent que globalement... Enfin, il est candidat par procuration, quand même. Par procuration, mais je me souviens plus très bien du chiffre, mais globalement, l'écrasante majorité des électeurs de dimanche, en fait, ont déjà fait leur choix. 1 sur 3 n'a pas encore décidé. C'est 1 sur 3. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Beaucoup. Et moi, je pense que ça va être contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il aurait pu effectivement rester dans son rôle de président de la République, c'est tout à fait normal. Mais là, en fait, le fait de s'inviter, le fait d'en faire un peu trop, et effectivement, Olivier a complètement raison, ce qu'il va exprimer va être encore davantage en réalité. Je pense qu'il va rebuter davantage d'électeurs, à mon avis. Mais souvent, c'est ce que disent les auditeurs, c'est too much en fait pour Valérie Aillé de se sentir finalement encadré par le président, par Gabriel Attal. Et en fait, c'est une chape de plomb. Ce qui s'est passé pour la tête de liste Renaissance à l'auditorium de Radio France avec l'arrivée de Gabriel Attal est inacceptable, il me semble, contre-productif. Oui, parce que il y a d'abord le score de dimanche sera donc le score aujourd'hui de l'exécutif, de l'Élysée de Matignon. Et il y a en effet ce que disait Philippe Bilger, Emmanuel Macron, dans ces cas-là, selon sa formule habituelle, de toute façon, si Bibi s'en occupe pas, personne ne s'en occupe, et donc je dois y aller et mettre les mains dans le cambouis. Mais à trop s'exposer, il peut aussi créer un mouvement de mobilisation contre sa politique et sa personnalité qui est très fortement contestée, voire rejetée dans le pays.
Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur cette information, cette enquête qui a été ouverte mercredi 5 juin contre le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, soupçonné d'avoir versé indûment plus de 16 000 € à son ancienne première adjointe, devenue aujourd'hui députée France Insoumise. Philippe. Alors, parlons vrai. Peut-on parler d'échange de bons procédés, entre guillemets, entre deux élus? Éric Piolle a-t-il acheté une alliée pour les municipales, moyennant rémunération? Et à cette question, à l'heure de la transparence de la vie publique, êtes-vous surpris qu'il y ait encore des dessous de table en politique? Vous dites non à 85%. Vous pensez que la politique, ça ne peut pas être moral, ou vous pensez le contraire? Vous avez fait de la politique et vous avez vu des choses parfois pas très claires. Venez témoigner au 0826 300 300. Aude ne vous demandera aucun pot de vin. Maxence Lambert sera avec nous, juriste à l'association Anticorps, et on l'accueille d'ailleurs. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question avant la pub. Est-ce que les vieux travers de la politique perdurent visiblement? Alors chez Anticorps, nous aimerions en effet que ce type d'affaires, façon mallette de billets, appartienne au passé ou même au cinéma, mais force est de constater que ce type de pratique semblerait perdurer. On en parle dans un instant, soyez le bienvenu, 0826 300 300, on vous attend. Aude au standard, c'est les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel plaisir de vous retrouver tous les jours dans les vraies voix de 17h à 19h avec Philippe David et nos vraies voix du jour, en l'occurrence Philippe Bilger qui est là tous les jours et on est content. Olivier d'Artigol, le chroniqueur politique du mercredi. C'est Olivier qui c'est le jour des enfants, Olivier. Il y avait les filles du mercredi, il était une fois, là c'est le Olivier du mercredi. Et Farid Tensamani qui est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus, qui vient de plus en plus souvent et on est très content. Ça nous fait très plaisir. Qui s'installe. Il a la confiance là. C'est ça. Il a une tête d'homme politique. On dirait qu'il pourrait être physiquement ministre. Farid Tensamani. Président de la République. Il a compris qu'être bien habillé, ça touchait Cécile. Absolument. Moi j'aime les. Voilà, on n'arrive pas en survêt non plus. Mettez une cravate. Non, je plaisante. Allez tout de suite. Une enquête ouverte sur le maire de Grenoble et Lise Martin aujourd'hui, la députée LFI, pour concussion et recel de délit. On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, le maire de Grenoble aurait imaginé un stratagème. Il aurait proposé à son plus proche conseiller de l'augmenter de 600 €, mais lui dit-il, tu rétrocéderas à Elisa Martin 400 € en liquide tous les mois. Au total, cela représente presque 17 000 € d'argent public versé indûment. C'est évidemment judiciairement condamnable. De loi en loi, la transparence s'impose aux élus et là aux ministres avant nomination. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. C'est ma vie privée. Enfin, ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami. Enfin, ce n'est pas de bonne hygiène démocratique. C'est des leçons de morale qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Ils ont juste rajouté 4 ou 5 zéros. Et une enquête a été ouverte contre le maire donc de Grenoble et la députée LFI Elisa Martin pour des accusations de concussion et de recel de délit. Le Canard enchaîné a révélé que Éric Piolle aurait mis en place un montage financier pour verser plus de 16 000 € en liquide à la députée via un collaborateur qui aurait apporté lui des preuves et des relevés bancaires et de conversations cryptées. Philippe. Alors parlons vrai, certains élus se croient-ils tout permis? Les peines pour les élus condamnés sont-elles dissuasives? Peu d'entre eux étant passés par la case prison. Et à cette question, à l'heure de la transparence de la vie publique, êtes-vous surpris qu'il y ait encore des dessous de table en politique? Le moins qu'on puisse dire est que vous êtes un peu désabusé puisque vous dites non à 85%. Venez réagir, venez témoigner si vous avez été dans une ville où le maire a été condamné au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler est Maxence Lambert, juriste à l'association Anticorps. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette affaire veut dire tellement de choses sur la vie publique aujourd'hui. Si Éric Piolle est coupable, on n'en sait rien. Non, bien sûr, toujours présumé innocent. Le Canard a évoqué ça. S'il était coupable, très franchement, ça ne me déplairait pas. J'aime énormément que ceux qui donnent des leçons de morale, d'une certaine manière, se retrouvent le nez dans la confiture, pour utiliser une métaphore un peu trop correcte. Mais plus sérieusement, donc, je suis frappé par une chose que notre intervenant probablement élucidera. À la fois, je considère que la France a fait de grands progrès sur le plan des textes
juste en ce qui concerne la moralité publique. Il est clair qu'en permanence, pour prévenir les risques de concussion, de corruption, on met en place un dispositif légal dont je pense qu'aujourd'hui, il est presque, sur le plan de l'abstraction, parfait. Il n'y aurait rien de plus à ajouter. Et pourtant, malgré ce dispositif, ou à cause de lui, il y a une multitude de pratiques d'élus qui sont probablement très discutables, sujettes à caution, pour peut-être parfois tomber dans la totale malhonnêteté ou transgression. C'est comme s'il y avait deux univers dont l'un oubliait l'autre. Alors, juste rappeler que la concussion, c'est en fait de donner de l'argent, de prendre de l'argent d'un fonctionnaire. Oui, nous verrons donc si les éléments qu'on lit dans le canard aujourd'hui sont vérifiés ou pas. Premier élément, vous retrouvez dans la politique ce que vous retrouvez dans la société tout entière. Il y a des personnes vertueuses qui se comportent bien, qui sont toujours dans les clous, et d'autres qui le sont moins. Première chose. Ce que je trouve déplorable dans ce type d'affaires, c'est que ça laisse planer le doute sur l'ensemble du personnel politique, et notamment du personnel politique local, et je peux vous assurer que quand vous êtes élus locaux, vous avez plus d'inconvénients que d'avantages. Et beaucoup de maires, par exemple, décident, vu la charge, et on l'évoque sur ces plateaux régulièrement, parce qu'à Société Cocotte Minute, ils doivent régler les problèmes de leurs administrés tous les jours. Il y aura une crise de vocation. On aura des communes où il n'y aura pas de maires qui se présenteront. Et la troisième dimension, c'est ce que a dit Philippe Bilger, c'est-à-dire que ceux qui nous donnent le plus la leçon, en l'occurrence du côté de Grenoble, avec une première adjointe insoumise, bien évidemment, si les faits sont vérifiés, cela est assez croquignolesque. Farid Tebsamani. Alors moi qui suis un intégriste de la transparence, je trouve ça assez cocasse qu'un élu, s'il est encore une fois avéré véritablement ayant réalisé ce que le canard dit, qui a fait campagne, notamment contre des listes en face justement sur Carignon, qui, n'oublions pas, a payé, puisqu'il a fait de la prison notamment. Et qui a réagi aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ah, ce qui est croquignolesque. Mais oui, mais c'est complètement absurde. Néanmoins, je pense qu'il faut être intransigeant avec l'argent public, avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce qui pousse ce type d'élu? Alors là, on parle de Grenoble, mais en réalité, il existe ce type de pratique chez des élus, mais également chez des hauts fonctionnaires. Souvenez-vous qu'un certain Claude Guéant a été condamné et a même fait de la prison, justement parce que il y avait une certaine rétrocession, effectivement, de primes en liquide, notamment lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que vous avez un certain nombre... Alors, ça peut paraître choquant pour nos auditeurs. Un certain nombre de fonctionnaires ou de collaborateurs qui ne sont pas forcément rétribués à leur juste valeur pour le travail qu'ils sont réalisés. J'ai été moi-même collaborateur à une époque. Je peux vous dire qu'effectivement, ça a existé. C'est-à-dire que, notamment chez les parlementaires, avec la fameuse, et c'est pour ça que ça avait été encadré à une époque. La caisse. Et effectivement, c'est-à-dire qu'on prend une partie des sommes qui sont dues notamment à la représentation pour pouvoir payer, rétribuer justement des collaborateurs. Et pourtant, il y a eu un... Ce qui paraît dingue, ce qui paraît fou. Donc ça explique les costumes, Farid. Les costumes, c'est autre chose. Mais c'est choquant. Vous dire courage, Fillon. Non, oui. Les costumes, c'est autre chose. Les costumes, c'est la personne qui n'en a jamais assez, finalement. Bien sûr, non, mais je pensais pas qu'à Fillon. Voilà. Mais du coup... c'est choquant, surtout pour les gens pour les élus locaux, qui, je rappelle, lorsque vous êtes conseiller municipal d'un petit village ou d'une petite commune, on n'est pas dans la même dimension. Elle est ridicule en réalité par rapport à l'engagement que vous réalisez. Et lorsque vous avez des élus comme ça qui salissent, qui jettent l'opprobre sur l'ensemble des élus, encore une fois, si c'est vérifié, je trouve ça scandaleux. Maxence Lambert, vous êtes juriste à l'association Anticorps. Quand vous entendez ce que disent les vraies voix, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a deux mondes chez les élus, les petits, et notamment, comme l'a dit Olivier d'Artigol, la fin des vocations pour devenir élu, et les grandes villes où on est quand même dans un autre univers qui n'a rien à voir. Oui, alors c'est vrai. Pour répondre un peu à votre question initiale, tout de même, nous, chez Anticorps, on n'est pas vraiment surpris, en fait, même si on est surpris plutôt de la façon de faire qui est d'un autre ton, on va dire, avec de l'argent liquide. Mais
en fait, nous, on sait que la corruption existe toujours. Et d'ailleurs, on a un rapport de l'Agence française anticorruption qui date du 21 mars 2024, qui nous rappelle qu'en fait, ces atteintes à la probité, et les atteintes à la probité qui sont enregistrées par la police et la gendarmerie, eh bien, elles sont en constante augmentation depuis 2016. Ah bon ? Donc en fait, donc en fait, on a en fait un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui continue de croître. Et donc nous, on salue cette idée de transparence et le travail formidable que fait la HATVP depuis qu'elle existe. La haute autorité, transparence de la vie publique pour les auditeurs. C'est vrai, voilà. Mais nous, on estime que cette transparence, elle pourrait aller encore plus loin et que justement, si on avait eu plus de transparence, on aurait peut-être pu éviter ce qui s'est passé à Grenoble. Et d'ailleurs, on avait fait des propositions pour les élections municipales de 2020. Et je vous en donne 2 exemples qui auraient pu être fort utiles dans ce cas-là. On avait d'abord proposé la mise en ligne des montants perçus par chaque conseiller municipal et la mise en ligne du nombre de collaborateurs et surtout de leur rémunération. Et donc si on en avait pu avoir un contrôle sur ces données-là, on aurait peut-être pu s'apercevoir en amont qu'il y avait un problème. Mais après, pour anticiper ce que vous allez un peu dire sur les questions de transparence à outrance, c'est vrai que la transparence, en fait, sans contrôle, elle va devenir fantomatique, si je puis dire, et en fait, on a besoin de contrôle et de donner un pouvoir de contrôle effectif à des organes tels que la HATVP, justement, pour qu'on puisse en fait contrôler cette transparence. Il y a un vrai problème de moyens aujourd'hui dans ce contrôle. Mais Olivier d'Artigol, là, il y a, outre le fait d'être hors ligne, il y a un problème moral aussi. Ah oui, il y a un problème moral, d'autant plus que la figure politique d'Éric Piolle est une figure qui fait irruption dans un paysage politique local marqué par l'affaire Carignan, et il vient avec l'idée donc d'une transparence, de nouvelles pratiques, d'une approche très moralisatrice. On balaye le passé. Voilà, donc c'est d'autant plus, ça rend cette actualité d'autant plus sévère pour lui. Nous verrons après la suite. Après, il me semble, je voudrais demander à la personne d'Anticor qui est Maxence Lambert. Il me semble quand même que nous allons, par rapport à certaines années, vers une progression des us et pratiques politiques, et que des choses qui, par le passé, étaient communes, aujourd'hui, ne sont plus possibles. Il me semble. Force est de constater, si on regarde les chiffres, quand même, que la pratique de la transparence n'infuse pas au niveau des élus, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes et qu'on est quand même dans une sorte d'augmentation des atteintes à la probité. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils détectent plus, ou est-ce que c'est parce qu'il y en a plus? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on prône pour qu'il y ait plus de bonnes pratiques, et on essaye justement que tous les partis puissent mettre en place des pratiques qui permettraient d'éviter tout cela. Maxence Lambert, tout à l'heure, la question posée par Sud Radio indiquait la politique devrait être morale. Pourquoi? Et c'est une expérience quasiment quotidienne qui me le démontre. Quand je formule cette appréciation qui me paraît pertinente, qui paraît indiscutable, autour de moi, c'est des ricanements et de l'ironie, comme si on ne concevait pas une politique irréprochable. D'où vient cette impression presque déprimante sur la démocratie? Alors, c'est une question très vague, mais en tout cas qui est très large plutôt que vague. Très philosophique aussi. Oui, c'est la période du bac, vous avez 4 heures. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne conçoit pas qu'une politique puisse être morale? Eh bien, nous, on pense que justement les infractions à la probité, elles sont inhérentes au pouvoir. Et donc elles arrivent avec le pouvoir. Pourquoi? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais je pense que la défiance aussi, elle vient du fait qu'on a une contradiction entre les paroles et les actes de certains élus, à l'image d'Éric Piolle. Si jamais les faits sont considérés comme commis par le parquet par une juridiction ensuite, qui en fait va entraîner une certaine défiance, et en fait on n'a plus confiance en cette morale, on va dire, comme vous dites. Farid Tebsami veut réagir. Il y a une arlésienne dans notre système politique, notamment dans la réflexion, c'est le fameux statut de l'élu, qui existe très peu en réalité et en termes de depuis protection. 40 ans, hein. Et on en parle effectivement depuis 40 ans. Et en réalité, c'est ce qui pose véritablement problème
pour ces tentations. Je rappellerai juste une chose, c'est que contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, les élus ne sont pas rémunérés d'un point de vue du salaire, ils sont indemnisés. C'est une indemnité. Et ce qui pose problème lorsque vous avez vocation à diriger une commune, en plus une assez grande commune, c'est que professionnellement, vous mettez de côté une partie de votre carrière professionnelle. La difficulté, c'est que la tentation du train de vie, notamment, on parlait tout à l'heure des costumes, elle est immense en réalité. Moi, d'un point de vue moral, les choses sont très claires. C'est que c'est de l'argent public. C'est de l'argent du contribuable. C'est de l'argent des citoyens. Et on ne peut pas, ou en tout cas, on doit être encore plus dur qu'avec un chef d'entreprise ou un autre, lorsque c'est parfois son propre denier, même lorsqu'il faute, parce que l'argent public, ça doit être sacralisé. Et moi, je pense que d'un point de vue pénal, peut-être qu'il y a aussi une réflexion en la matière à avoir. Maxence Lambert. Oui. Ah bah, il faut avoir une réflexion pénale sur les directeurs. Oui, c'est plus sur Olivier d'Artigol qu'on peut renvoyer justement sur cette réponse pénale, aller plus loin. Sur le Anticor statut, et constate en fait. Sur le statut de l'élu, c'est une Arlésienne. Il y a une déception sur le rendu du rapport Woerth sur la toute dernière période où véritablement c'est de l'eau tiède. Après, sur le statut pénal, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, la loi a quand même été très sérieusement renforcée et durcie, il me semble. Mais est-ce que ça veut dire qu'en tirant le fil de cette histoire, alors aujourd'hui il est présumé innocent, mais ça veut dire qu'il y a lui, il y a la députée LFI, mais il y a aussi tous ces gens qui se sont tus pendant des années. Forcément, tout le monde était au courant, et puis j'imagine dans les partis respectifs, j'imagine qu'on va pas mettre tout le monde en prison. Non, mais il faudra démontrer, Cécile, si, encore une fois, une information est ouverte, la mise en cause de tous ceux qui ont directement participé à l'infraction, soit à titre principal, soit en qualité de complice. Oui, mais moi c'est parce que j'allais dans le sens de Farid en disant même si vous fermez les yeux, vous êtes complice, même si vous n'êtes pas dedans. Il y a une complicité. C'est de la non-dénonciation de méfaits. Oui, mais c'est très dur à démontrer. Non, mais c'est tout ça qu'il faut changer, c'est ce que dit Farid. Mais j'avais une question rapide pour Maxence Lambert. Qui risque le plus ? Et s'il était coupable, Éric Piolle, la députée ou le conseiller qui a accepté le deal ? Alors les peines sont les mêmes pour tous, donc en fait ils vont encourir tous la même peine. Après peut-être que pour le complice notamment, je pense aux collaborateurs, que les magistrats, je parle sous le contrôle de M. Bilger, seront peut-être un peu plus indulgents. Délit passible de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Merci beaucoup en tout cas pour votre expertise, Maxence Lambert. Merci beaucoup, juriste à l'association Anticor. La hausse des plaintes, je crois que c'est les vraies voix contre vous et Philippe Bilger. Cécile, vu les magouilles que vous faites lors du qui l'a dit. En tout cas, je crois que c'est ça sur le trafic de gâteaux et de confiserie, il y aura une enquête à mener. Vous datez c'est un pas peu joli. Non mais les magouilles. Regardez comme on est impeccable depuis. Mais bien sûr, regardez. Moi je m'habille en blanc parce que blanche comme l'eau, c'est tout. Vous n'avez rien à dire sur moi, Philippe. David, c'est c'est de la diffamation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Avec son avocat. Exactement. Vous-même, vous venez de recevoir corrompu un apéritif extraordinaire. Oui, ça, ce que vous faites, c'est la dénonciation calomnieuse, monsieur David. Merci beaucoup, Farid Temsamani. Heureusement que Farid est là pour remettre un petit peu d'ordre dans cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci Olivier d'Artigol. Merci Philippe Bilger. Dans un instant, on va être un peu plus sérieux, mais on va parler de choses très intéressantes, d'économie circulaire dans l'agriculture, parce que l'agriculture se transforme vers du vert, comme quoi c'est joli. Et on va vous expliquer comment ça fonctionne et quel est l'intérêt commun de chacun. À tout de suite. Circuit court.